Bonjour Mickaël. Bonjour Shraka. Alors avant toute chose, la nouvelle rubrique, cette question posée aux auditeurs et la réponse à la question de la semaine dernière. Alors la semaine dernière, on a demandé quel était le député qui avait été blessé lors d'une manifestation de la paix maintenant en 1983. La réponse surprenante, puisqu'il ne s'agit pas d'un militant de gauche, mais de Yuval Steinitz, actuel ministre de l'énergie, dont on reparlera dans cette émission. Mais qui était à l'époque, et qui à l'époque était militant de gauche. Et alors, le gagnant cette semaine est Georges Castoriano. Pour la deuxième semaine consécutive, il est donc apparemment le spécialiste de la Knesset et a trouvé de nouveau la réponse juste. Alors, pour cette semaine, la nouvelle question, donc là, c'est ouvert à tout le monde, hein, n'ayez pas peur de Georges, vous pouvez chercher la réponse à cette question. Un ami même, voilà. Si vous voulez. Il y a actuellement à la Knesset 2 députés qui ont perdu un frère lors d'un attentat terroriste. Donc il s'agit de donner les noms de ces 2 députés. Donc 2 députés qui actuellement sont à la Knesset et qui ont perdu un frère dans un attentat terroriste. On parle d'attentat, il ne s'agit pas ici de citer Benjamin Netanyahou pour la mort de son frère Yoni, mais on parle d'attentat terroriste, voilà. Donc de frères qui étaient civils. Voilà. Donc on en arrive à l'actualité politique avec la fin d'un semi-suspense ou un suspense de Polichinelle avec le discours hier soir de Benjamin Netanyahou annonçant officiellement qu'il va demander l'immunité parlementaire. De quoi s'agit-il exactement ? On en parle beaucoup, on ne sait pas exactement ce que c'est. Alors en fait, la loi a changé au fil des années, mais un député peut demander, à partir du moment où il est inculpé, où il y a une inculpation, contre lui, à profiter de l'immunité parlementaire et donc ne pas pouvoir être jugé tant qu'il est en poste. Alors on sait que quelqu'un qui est inculpé ne peut pas être ministre, et c'est pour ça que le Premier ministre a démissionné, donc il avait jusqu'à hier pour le faire, de ses postes de ministre qu'il avait, donc ministre de l'Agriculture par intérim, des Affaires sociales du Travail, des Affaires sociales et des relations avec la diaspora, il me semble. Oui. Voilà. Mais en tant que Premier ministre, il peut rester, mais néanmoins, pour ça, il faut demander l'immunité, et le conseiller juridique du gouvernement lui avait donné 30 jours, donc jusqu'à mercredi soir. Ouais. Voilà, jusqu'à hier soir. Donc cette demande d'immunité, alors un petit rappel historique, la première fois qu'un député israélien a demandé l'immunité, ou plus exactement aurait pu bénéficier de l'immunité, mais ne l'a pas demandé, au contraire, il a renoncé, c'était Shlomo Lavie en 1954, député travailliste, enfin à l'époque député du Mapai, qui avait causé un accident de la route par négligence, et un accident qui avait provoqué la mort d'une personne. Il a demandé à ce qu'on retire son immunité pour pouvoir être jugé. Il a été jugé et condamné à une amende de 100 lire. En 1979, Shmuel Hartman, qui était maire de Rehovot, à l'époque on pouvait avoir 2 postes, être maire et député du Likoud, a lui aussi été inculpé pour corruption, et a accepté aussi que son immunité soit retirée pour pouvoir être jugé. Il a lui-même voté pour retirer son immunité parlementaire, parce qu'il fallait que tout le monde ait le droit de voter, et finalement a été condamné à 3 ans et demi de prison. Il faut dire qu'au moment du vote, il était déjà emprisonné. Il était donc en détention provisoire, et la Knesset l'a fait sortir de prison pour qu'il puisse voter pour retirer son immunité, pour qu'il soit jugé et finalement donc condamné. Depuis, de nombreux députés ont demandé à ce que leur immunité parlementaire soit retirée, comme Aryeh Deri par exemple, qui avait dit « je veux pouvoir me défendre ». Et donc, l'immunité parlementaire lui a été retirée, il s'est défendu, il a perdu, il a été condamné à l'époque, je crois, à 5 ans de prison, dont il a purgé une partie. Et ces dernières années, il y a eu de nombreux députés qui ont eu affaire avec la justice. On parle de députés en poste. Et le dernier dont l'immunité lui a été retirée par la commission de la Knesset, Bassel Ghatas, député de la liste de Balad, voilà, qui avait été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir fourni des téléphones portables clandestinement en rendant visite à des terroristes du Hamas. Exactement. Alors, voilà. De là, ça nous ramène donc
À l'actualité. Voilà. L'actualité, c'est Netanyahou qui demande à ce qu'on retire l'immunité. Alors, l'immunité parlementaire, on l'a dit, c'est la commission de la Knesset qui la retire. Voilà. Comment ça se passe? Alors, il ne demande pas qu'on la retire, il demande justement qu'on lui accorde. Oui. Alors, comment ça se passe? Pour nos auditeurs, c'est pas simple, parce que tout le monde, tous les acteurs politiques jouent très serré. La seule instance qui est compétente pour accorder ou non l'immunité parlementaire, c'est, comme vous l'avez dit, Vadat Knesset, c'est la commission de la Knesset. C'est pas une commission, ça s'appelle commission de la Knesset. Or, cette commission ne s'est pas réunie pour le moment parce que la Knesset ne fonctionne pas. Elle n'a pas été formée. N'a pas été formée. Et donc, elle ne peut pas se réunir. Elle pourra se réunir, en principe, qu'après les prochaines élections, quand on verra l'équilibre des forces politiques, etc. Par contre, il y a une commission qui s'appelle Vadat Messaderet, comme on appellerait ça, la commission d'organisation qui est chargée de régler les affaires de la Knesset tant qu'il n'y a pas de Knesset, justement. Et celle-ci peut demander la constitution ad hoc, avant encore les élections, d'une commission de la Knesset, parce que, évidemment, l'opposition bleu-blanc en tête veut à tout prix que cette commission de la Knesset, même une commission provisoire, soit nommée, où Netanyahou serait forcément en minorité, puisque Avigdor Lieberman et son parti ont annoncé qu'ils voteraient contre l'immunité. Donc c'est un jeu de... Ayelet Shaked aussi. Oui, alors elle a dit que c'est pas sûr encore, mais bon, en tout cas, Lieberman, voilà, c'est contre. Et donc la personne, en fait, qui a le plus de pouvoir dans ce domaine-là pour le moment, c'est le président de la Knesset, parce que lui peut en dernier recours interdire ou ne pas accepter la constitution et la réunion d'une telle commission. Alors Binyamin Netanyahou espère évidemment que cette commission de la Knesset ne soit formée qu'après les prochaines élections, où il espère remporter la majorité, et à ce moment-là, cette commission serait majoritairement du côté de Binyamin Netanyahou et lui accorderait cette immunité. Donc c'est très compliqué, mais en tout cas, voilà, maintenant ça se joue au niveau juridique, finalement, de savoir est-ce qu'une telle commission provisoire de la Knesset sera formée avant les élections ou non. En tout cas, on a eu droit hier soir à 2 discours très musclés. Un du Premier ministre Netanyahou, quand il a annoncé officiellement sa demande, en rappelant les acquis de son gouvernement, en accusant l'opposition de le chercher à tout prix, par tous les moyens, à le descendre. Et de l'autre côté, Benny Gantz, 10 minutes après, qui a fait un discours, même en droit d'ailleurs, à Kfar Maccabia, où il a vraiment, en tant que chef d'opposition, ne s'est pas gêné de critiquer Binyamin Netanyahou. Alors voilà, donc pour le moment, on attend de savoir déjà que Yudi Edelstein, président de la Knesset, revienne de l'étranger, et après il va entamer des consultations sur la terminologie habituelle. Alors on en arrive donc maintenant à nos 2 rubriques, enfin à la rubrique, mais divisée en 2. Alors on dit en général en politique qu'entre les personnes, il y a beaucoup d'eau dans le gaz, mais maintenant on parle du gaz qu'il y a dans l'eau. Et avec la rose que vous accordez aujourd'hui à... Alors Yuval Steinitz, voilà, donc, qui revient. On en a parlé au début de l'émission. Yuval Steinitz, donc le ministre de l'énergie. Yuval Steinitz, depuis des années, alors on rappelle pour la petite histoire, Yuval Steinitz était philosophe de formation, docteur du assez proche de Binyamin Netanyahou, était nommé ministre de l'énergie, et en fait depuis des années, il a été le moteur, si je puis dire, de la plateforme de gaz Léviathan, donc qui est censée donner du gaz à Israël, et pas seulement à Israël d'ailleurs, mais aux pays voisins, parce qu'il y a des accords qui ont été signés en fait à partir donc de la Méditerranée. La plateforme se trouve sur la Méditerranée. Alors malgré les oppositions de certains écologistes, ça a pris des années et des années, mais Yuval Steinitz s'est battu pour que ça fonctionne, sans trop de dégâts climatiques. On l'a vu hier, le ministère de l'Environnement a montré qu'il n'y avait pas du tout de hausse de pollution. Et donc hier, à un moment historique pour le ministère et pour l'État d'Israël, du gaz le gaz est sorti de l'eau, donc, voilà, et a permis donc de lancer ce projet qui est attendu depuis des années en Israël et qui devrait faire d'Israël, comme l'a rappelé M. Steinitz hier, une puissance voilà, régionale, et aussi une puissance mondiale. C'est aujourd'hui le gaz, quand il vient de l'eau, permet une avancée technologique incroyable, ouais, et pour l'État d'Israël, voilà, c'est très important. Et ce gaz de Léviathan, il faut le souligner, va s'écouler aussi en direction de la Jordanie, en direction de l'Égypte, et d'ailleurs le Premier ministre, je crois, va voyager en Grèce aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, il est déjà parti, pour rencontrer les dirigeants grecs et chypriotes, pour essayer de contrer ce fameux
cette fameuse piraterie turque en Méditerranée qui veut empêcher Israël de faire couler d'installer le pipeline vers l'Europe. Donc en tout cas, c'est une journée historique, comme vous l'avez dit. Et Yuval Steinitz, qui n'est pas au premier plan, mais a beaucoup œuvré, il s'est battu contre différents lobbies, etc. Et voilà, on espère que ça apportera à Israël enfin une matière première dont on manquait. On manquait. Alors le cactus était décerné donc au député Israël Beitenou, Alex Kouchnir. Voilà. dont on n'avait pas beaucoup entendu parler avant, on va dire. Mais on en parle beaucoup aujourd'hui. Voilà. Alors, rappelons déjà que Avigdor Lieberman, depuis quelques mois, a fait de sa campagne électorale une espèce de spectacle anti-religieux, surtout anti-orthodoxe. Et Alex Kouchnir a poussé le bouchon très loin puisqu'il a publié et diffusé une vidéo de campagne il y a une dizaine de jours en russe, où il disait que le pays, il y avait 1 million d'orthodoxes qui vivent au crochet du pays, etc. Mais par contre, là où il a été vraiment extrêmement... il a été un peu loin. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a diffusé une vidéo en hébreu parlant de sujets assez intimes finalement, qui sont les périodes menstruelles des femmes qui font des vérifications, et il a expliqué aux gens de manière très docte que si une femme n'est pas certain d'être pure ou pas, elle va voir le rabbin, et si le rabbin lui-même n'est pas sûr, il lui donne un bon pour aller à la Coupe Patrolim chez le médecin pour qu'il vérifie tout ça aux frais de l'État, et pas seulement aux frais de l'État, mais aussi sur le compte des personnes qui attendent dans les couloirs des hôpitaux, sur les gens qui attendent des mois pour obtenir une date pour une opération ou pour une vérification médicale. Et enfin, quelque chose vraiment à la limite de l'antisémitisme, et d'ailleurs qui lui a valu une volée de bois vert, beaucoup de femmes orthodoxes. Et pas seulement orthodoxes, il a été attaqué à droite, à gauche, voilà, par tout le monde. Et vraiment, il a été... Vraiment, c'est vraiment de l'antisémitisme, comme parfois on parlait aussi des habitants de Judée et Samarie qui vivent au crochet de l'État, etc. Il faut noter aussi qu'Avigdor Lieberman n'a absolument pas réagi, il ne s'est pas démarqué de son député, et donc ce qui veut dire que maintenant la prochaine campagne électorale pour le parti Israël Beiteinu aussi sera aussi tournée vers ce genre d'arguments, et ça devrait faire réfléchir normalement des électeurs religieux qui porteraient leur voix vers Israël Beiteinu, parce que vraiment on atteint vraiment des abysses de mauvais goût et de méchanceté et de mensonges. Il s'agit, pour préciser, que de dire que l'argent qui devrait aller aux malades de tout le pays va à une catégorie très précise. Alors, en fait, il s'agit, rappelons-le, que si certaines femmes peuvent bénéficier, dans certains cas, d'aide de la CUPA, de la caisse de maladie, sur ce sujet, c'est quelque chose d'infime, qui ne se calcule pas, et de la même manière que des gens bénéficient de services de la caisse maladie pour, je sais pas, soigner, essayer d'arrêter de fumer, ou de problèmes d'esthétique, exactement ce que j'allais dire, d'opération. Voilà. Non, et puis, alors, ce qui est très grave aussi, c'est que Alex Kouchnir a dit que ces rabbins arrivent à obtenir des rendez-vous immédiats pour ces femmes, alors que toutes les autres personnes du pays doivent attendre des mois. Etc. Enfin, vraiment, c'est de la désinformation, c'est de la méchanceté. C'est ce qui fait qu'on est à exactement 2 mois, c'est le 2 mars, les élections. On est à 2 mois d'une campagne qui s'annonce une fois de plus violente dans le discours, et violente à nouveau, c'est-à-dire contre ou pour Netanyahou, contre ou pour les Haredim, etc. On a l'impression à nouveau que les vraies questions vont encore être mises de côté, les questions qui intéressent... les questions urgentes. Voilà, les questions de lesquelles nous reparlerons dans cette émission. Et donc je rappelle la question pour la semaine prochaine. La réponse est attendue donc sur la page Facebook de... Alors, à vous, Georges. Voilà, alors, merci Georges de nous répondre rapidement. Donc la question, quels sont les 2 députés actuels qui ont perdu un frère dans un attentat terroriste en Israël. Voilà. Alors, à bientôt, Michael. À bientôt. Et au revoir, chers auditeurs. Voilà.